Jusqu'en 1945, la Corée est une colonie japonaise. Mais, avec la défaite du Japon, elle se retrouve divisée en deux zones d'occupation. Au nord, les soviétiques, au sud, les Américains. Les deux zones d'occupation deviennent vite deux États indépendants et hostiles. En effet, le nord est un État communiste dirigé par Kim Il-sung. Le sud est un régime autoritaire libéral et pro-américain dirigé par Syngman Rhee. Le 38e parallèle sert de limite entre les États. Le problème, c'est que les deux dirigeants appellent à la réunification. Et l'un d'entre eux décide d'agir. Avec le soutien de l'URSS, l'armée nord-coréenne de Kim Il-sung envahit le sud le 25 juin 1950. Les Sud-Coréens sont balayés et se retranchent dans le périmètre de Busan. Cependant, les États-Unis réagissent et ils ne peuvent pas laisser un pays se faire envahir par les communistes sans rien faire. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, l'URSS pratique la politique de la chaise vide et refuse de siéger. Le président américain Truman en profite. Il met en place l'envoi d'un corps expéditionnaire international pour soutenir la Corée du Sud. Le général américain MacArthur dirige les forces des Nations Unies, largement dominées d'ailleurs par les troupes des États-Unis. Le 15 septembre, MacArthur lance une manœuvre risquée en débarquant à Incheon, près de Séoul et loin au nord de Busan. Mais la manœuvre réussit. Les Nord-Coréens sont pris à revers, évacués en désordre et se réfugient à la frontière chinoise. La guerre semble terminée. Mais en fait non, car Mao Zedong s'inquiète. Mao, rappelons-le, est alors le président de la République populaire de Chine, où il a pris le pouvoir en 1949. Mao s'inquiète car son allié nord-coréen pourrait disparaître, et un régime capitaliste s'approche à grands pas de la frontière chinoise. Donc il réagit fermement. Des centaines de milliers de soldats traversent en secret la frontière sous la direction de Peng Dehuai. Ils ne sont pas détectés par les Nations Unies. C'est un acte en soi admirable d'un point de vue stratégique. Ils se déplacent de nuit, sans communication radio, sans même une communication qui pourrait être repérée par les services adverses, et même sans porter d'insignes visibles sur leurs uniformes. Ils pourraient constituer l'armée martienne tout au début, car ils n'ont pas d'insignes qui leur permettent d'être identifiés comme chinois. Ils constituent l'armée des volontaires, c'est son nom officiel. Le 25 octobre, les Chinois attaquent par surprise, infligent de sérieux revers aux troupes américaines et sud-coréennes et contraignent les Nations Unies à se replier en urgence et même à abandonner Séoul. En mars 1951, la situation est grave. MacArthur propose alors une idée quelque peu radicale, lancer des bombes nucléaires contre la Chine. Cependant, Truman craint une escalade, une guerre atomique mondiale et refuse. Il remplace MacArthur par le général Ridgway qui parvient à reconquérir Séoul. Le front revient alors à des frontières assez proches de celles du commencement des hostilités et ce jusqu'en 1953. Le terrain change peu, ça ressemble à une sorte de guerre de tranchées. Les deux camps s'attaquent couramment mais sans qu'un vainqueur n'émerge en particulier. L'idée de négocier est évoquée dès 1951, mais c'est seulement à la mort de Staline, le 5 mars 1953, qu'un armistice est pleinement discuté. Le 27 juillet 1953, l'armistice est signé à Panmunjom, ce qui arrête les combats, mais sans pour autant constituer un traité de paix. L'armistice, rappelons-le, ce n'est pas la paix, c'est seulement une suspension des combats. Une zone démilitarisée sépare désormais la Corée du Nord et la Corée du Sud et elle devient, en Asie, un des symboles les plus vivaces de la guerre froide. Le Sud demeure un régime autoritaire et un des plus solides alliés des États-Unis dans la région. A l'inverse, le Nord est soutenu aussi bien par la Chine que l'Union soviétique et construit un régime socialiste. De nos jours, il n'y a pas encore eu de traité de paix signé entre la Corée du Nord et la Corée du Sud.